Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un professionnel, un véritable sicaire, un killer, à savoir l'excellentissime Mère Green. Comment ça va, Mère Green ? Eh ben ça va très bien, je suis très honoré de me retrouver sur ce dossier, cette affaire. J'espère qu'on va viser juste tous les deux pour pas rater notre cible du jour. Mais avant de commencer, je rappelle pour nos auditeurs que tu es créateur et animateur de plusieurs podcasts, tous plus perspicaces les uns que les autres, à commencer par Planet of the Tapes, où j'ai la chance grâce à toi de participer assez régulièrement et je t'en remercie car c'est toujours un immense plaisir pour moi, c'est un vrai moment de cinéphilie. Il y a l'Auberge et Daron et dernièrement, depuis quelques semaines, le journal Podcastix qui est un autre exercice où tu te livres un peu plus. Ouais, c'est un peu plus personnel et puis toujours en début, faire un petit bilan de ce que j'écoute et de ce qui se passe de mon point de vue dans le monde du podcast. Allez écouter tout ça sur les plateformes de podcast habituelles, vous connaissez. C'est toujours du super boulot voilà, que vous propose Mère Green. Il y a toujours des super analyses, super fines et toujours dans la bonne humeur et c'est ça que j'aime moi. Ouais, faut pas rendre ça triste, c'est déjà bien assez dur comme ça. Avant d'entamer la discussion autour du film que nous allons traiter ici, c'est la tradition en ce début d'émission, on va établir ta photo signalétique en 2 questions succinctes. La première, très simple, quelle est ta définition d'un bon polar ? Ouais, c'était un peu compliqué, il a fallu que je mature ça, depuis 2 semaines, on va dire à peu près. Eh ben, un bon polar, pour moi, c'est un film où le ou les héros se posent un dilemme moral entre leurs devoirs, c'est-à-dire ce à quoi ils ont prêté allégeance. Alors, ça peut être, selon le milieu où se passe le polar, ça peut être la loi du milieu, l'ordre, un règlement de police, n'importe quoi. Et leur sens moral à eux ou leur éthique personnelle. Et qu'à un moment, ils ont un cas de conscience et ils doivent choisir de quel côté ils vont basculer. Il faut que j'ai ça dedans. Et enfin, plus difficile, quel est ton polar préféré ? Bon alors là c'est très 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 difficile, c'est comme choisir un enfant parmi ceux qu'on a. Naturellement le premier qui m'est venu, il a déjà été cité dans ton émission, mais naturellement c'est Seven, de David Fincher. Mais t'inquiète pas, j'en ai un petit de rechange quand même. Et ça a été dur, mais je crois que Le Nom de la Rose est un de mes polars préférés. Si on peut considérer ça comme un polar. Mais voilà, ce film de Jean-Jacques Hano, j'ai découvert à sa sortie au cinéma. Bon, c'est une vraie enquête à la Sherlock Holmes de toute façon. Hein. J'ai fait une émission d'ailleurs il n'y a pas si longtemps dessus, avec Pomme. Et je trouve que la réalisation, les décors, l'interprétation, tout est nickel. Il y a une vraie intrigue. Et puis, comme je le disais, à un moment se pose le dilemme du sens moral et de l'ordre. Bah là, c'est carrément une religion, hein, l'ordre. Donc, est-ce qu'on va au-delà de ses croyances et on dépasse ça ou on reste dans le cadre ? Et en plus, dans un décorum qu'on n'a pas l'habitude, comme ça, d'imaginer, en fait, pour ce type d'enquête. Et puis, Sean Connery est merveilleux, Christian Slater... F. Murray Abraham... Et moi, je me rappelle ému, adolescent, la petite sauvageonne. Vargas, Valentina Vargas. Merveilleuse. Nouvelle investigation, nouveau dossier, pour évoquer aujourd'hui un film assassiné à sa sortie en 1997, et encore le mot est faible, et il est tout à fait possible qu'il s'agisse là du film le plus nul réalisé depuis l'invention du cinéma, titrera Le Figaro à son propos par exemple à l'époque, donc une œuvre qui fit scandale lors de sa présentation au 50e Festival de Cannes, porté par un Michel Serrault sombre et impérial, un film qu'il est peut-être grand temps de réhabiliter, un film qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est donc Assassin de Mathieu Kassovitz. Kassovitz, autant le dire tout de suite, le considère dans pas mal d'interviews comme son film préféré, un film qui était très dur à réaliser, mine de rien, qui a été accouché, on pourrait dire, dans la douleur, et c'est surtout un film qui ne s'excuse pas en fait d'être ce qu'il est. C'est un film qui fait pas profil bas, on pourrait dire, après le succès de La Haine en 95, qui était reparti de Cannes justement avec un prix de la mise en scène. Et finalement, Kassovitz continue dans le même sillon et il livre voilà, une œuvre, une fable vraiment immorale, coup de poing, et qui a marqué son temps. Et je pense que c'est bien voilà, de revenir un petit peu sur ce film. Tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue, Mère Green ? Ça parle de quoi, Assassin ? Assassin, ça parle d'un jeune de banlieue. Alors, jeune de banlieue, pas le loupard, pas le trafiquant, mais un zonard. Un gentil zonard qui est interprété par Mathieu Kassovitz, qui s'appelle Max. Et il tombe sur un vieux monsieur
interprété par Michel Serrault, Monsieur Wagner. Et Monsieur Wagner, eh ben, il va l'entraîner pour apprendre à tuer. Parce que Monsieur Wagner est un assassin. Et de là, il va y avoir toute une partie du film qui va être sur l'apprentissage, comment on devient un meurtrier, un tueur à gages. Et avec un contexte, on va dire, social et culturel assez violent. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, pour moi, c'est même carrément un pamphlet politique, ce film. Qui, en plus, est arrivé au moment où la télé, parce qu'il y a beaucoup de questions de télé dans l'histoire, du moins dans l'environnement des personnages, et c'est le moment où la télé, notamment la télé de Berlusconi, explosait, les chaînes arrivaient les unes derrière les autres, et on a eu... est-ce que c'est le pire? Non, parce que le pire est encore là, et qu'il est peut-être encore à venir aussi, hein, j'en sais rien. Mais c'était déjà pas très glorieux, quoi. On avait les prémices de la télé poubelle. Alors, avant d'attaquer vraiment, je pense, le cœur du sujet, il faut rappeler que, à la base, en fait, Assassin, c'est un court-métrage. C'est son 3e court-métrage, après Pierrot le Pou à l'époque et Cauchemar Blanc. Produit par Christophe Rossignon, son producteur, on pourrait dire attitré, hein, puisqu'il a produit ses 3 premiers longs-métrages et L'Ordre et la Morale. D'ailleurs, il faut le dire tout de suite, hein, tu l'as très bien souligné, hein, c'est vraiment un film politique, Assassin. Et entre Assassin, avec sa réception qui était plus que glaciale, et L'Ordre et la Morale, il s'est quand même passé quasiment 15 ans avant que Kassovitz, finalement, rattaque sur un gros sujet, on va dire, politique et sociétal, quoi. Ouais, et puis c'est parce qu'il avait trop fait entre-temps. On va passer sur Babylon Eddie, dont le making-of est plus intéressant que le film. Il y avait eu quoi entre-temps? Je me souviens plus. Les Rivières Pourpres, et partait aux États-Unis avec Gothica. Ouais, Gothica, j'ai revu il y a pas longtemps, c'est pas fou. Moi, j'aime plutôt bien les Rivières Pourpres, que je trouve très très bien filmé, notamment au niveau de la photo. Qui est plutôt un bon polar, mais plutôt inoffensif par rapport à ce qu'ont pu être L'Ordre et la Morale, La Haine et Assassin. Et donc, dès son 2e court-métrage, donc Cauchemar Blanc, il pense déjà à l'époque, avec Rossignon, à passer au long-métrage. Mais il lui conseille quand même, et puis il pense que c'est aussi une bonne idée de sa part, Kassovitz, de faire un 3e long-métrage, ce sera donc Assassin. Mais très vite, il a quand même l'idée d'en tirer un long-métrage, de développer l'intrigue et les personnages. Il va quand même faire Métis, du coup, en premier film, hein, pour se roder, on va dire, avec l'équipe... de techniciens habituels qui va côtoyer par la suite. Et puis après, évidemment, il y a La Haine qui va faire sur un coup de tête après une bavure policière. Et après, il y a évidemment le succès, on l'a rappelé, d'institution, le succès critique, le succès commercial qui va le faire, on va dire, déboucher sur un autre niveau, on pourrait dire. Et là, effectivement, il s'engouffre sur un film qui critique les médias, qui critique la télé poubelle. C'est un film dingue, il paraît que c'était très très dur à obtenir les droits des émissions de télé. On voit beaucoup Nagui par exemple, n'oubliez pas La Brosse à dents, on voit beaucoup de choses, des documentaires animaliers, mais ils les ont quand même convaincus dans l'idée en fait que c'était pas un type d'émission en particulier qu'ils voulaient attaquer, mais plutôt l'idée générale de la télévision, donc ça leur a coûté quand même beaucoup de pognon, il faut le dire, et il y a aussi pas mal, c'est assez invisible comme ça dans le film, on va y revenir je pense, des ajouts numériques qu'on fait que c'était quand même un très gros film. Et je trouve que le film parle un peu de ça, mine de rien. C'est-à-dire que c'est l'idée de transmission. C'est-à-dire que Michel Serrault est un vieux tueur qui a une certaine éthique, on va dire, et qui voit son métier en fait comme un artisan. C'est-à-dire il faut utiliser tel outil pour faire tel effet. Donc il compare les flingues, il compare les calibres par exemple, les 45 contre les 22 par exemple dans le film, et t'as presque l'impression de voir un rapport méta au cinéma, t'as presque l'impression de voir Michel Serrault qui lui dit prends tel objectif pour tel effet sur ta caméra, et ça parle de ça mine de rien, de manière méta, c'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait sur le tas, c'est-à-dire que le tournage a été pas mal avancé en fait, à cause de Michel Serrault qui devait faire le prochain Chabrol à l'époque, ça devait être Rien ne va plus si je dis pas de bêtises. Et Rossignon a dit non, on a Michel Serrault, il a accepté, ça va décaler le tournage d'1 an, on le fait maintenant. Et donc du coup la préparation, elle est passée juste à 2 mois quoi, de préparation, et le film en fait c'est fait au jour le jour. Le co-scénariste c'est quand même Nicolas Boukrieff, critique de Starfix, aux côtés de Christophe Gans, entre autres, hein, Et réalisateur. Très grand réalisateur. Pour moi, après Le Convoyeur, par exemple, c'est l'un des meilleurs polars des années 2000. Hein. Ouais.
Et même 3 jours une vie, qui est pas mal du tout, que je recommande, qui est un truc qui est passé complètement inaperçu. Et c'est bien dommage. Et avec Boukrieff, voilà, ils vont co-écrire le scénario. Il faut dire qu'ils ont quand même un socle de référence commune entre lui et Kassovitz. Bah, même génération en plus, et ils ont aimé les mêmes réalisateurs. Donc je pense que l'entente a dû être assez bonne et assez rapidement. Et Boukrieff sera quand même sur le tournage en fait en permanence, puisque le scénario n'était pas en fait complètement terminé, hein. C'était une version 2, je crois. Et ils ont beaucoup apporté, voilà, d'improvisation. Et Michel Serrault, alors il paraît au début qu'avec Michel Serrault, ça s'est assez mal passé. D'après Kassovitz, en fait, au 3e jour de tournage, il y a une grosse engueulade avec Serrault. Et connaissant un peu le caractère de Kassovitz, qui doit pas toujours être d'une délicatesse extraordinaire, ça a dû clasher assez fort et vite. Et puis Serrault, bon bah voilà, il a de la bouteille du métier. Il dit qu'il y a eu une deuxième engueulade un peu plus tard pendant le tournage, mais qu'après ça s'est relativement bien passé. J'ai vu une image d'archive où notamment ils sont en train de discuter tous les deux et Casso dit mais vous vous rendez pas compte de la chance pour un jeune réalisateur de 29 ans d'avoir un monsieur comme vous, quoi. C'est fou. Serrault, ça, je pense que même assez âgé, il restait ouvert et curieux, ce qui est à mon avis une de ses grandes qualités. Et puis surtout, il est loyal. Mais Michel Serrault, effectivement, avec Casso et on va dire Boukrieff, ils ont énormément improvisé sur le tournage, ils ont emmené beaucoup de choses. Kassovitz, il dit que des scènes, par exemple, de transition sont devenues des scènes très importantes au final, au montage, etc. Il cite par exemple la séquence où il s'engueule en voiture après le meurtre dans la forêt. Ça, c'est beaucoup Michel Serrault qui aurait poussé. Il se serait un peu impliqué aussi au montage, visiblement, Michel Serrault. Et c'est vrai, tu l'as très bien dit, c'est ces acteurs-là qui prennent encore des risques, qui veulent encore tester des choses. Et ça me rappelle un peu, par exemple, dans un autre genre, tu vois, Depardieu sur Mammouth, par exemple, tu vois, qui va trouver les mecs du Groland et qui vont tirer comme ça quelque chose, en fait, de la persona et de la filmographie d'un acteur, voilà, un monstre sacré même, voilà, Michel Serrault, c'est un monstre sacré. Et moi, ce que j'adore avec ce film, pour l'avoir revu, on avait fait Garde à vue dans l'émission, c'est encore autre chose. Moi, je trouve que Assassin, c'est une sorte de synthèse, en fait, du Michel Serrault tel qu'on peut se l'imaginer, tu sais, dans la grandiloquence. Il y a des morceaux dans le film qui sont très drôles, hein. Il tire la langue, enfin bon, bref. C'est du Michel Serrault, quoi, voilà, tel qu'on peut se l'imaginer, avec sa voix qui monte dans les aigus, qui joue beaucoup là-dessus. Et en même temps, Michel Serrault, voilà, qui a apparu dès l'Ibis Rouge de Jean-Pierre Mocky, qu'on a vu ensuite dans Les Fantômes du Chapelier de Chabrol, celui de Garde à vue et de Mortelle Randonnée de Claude Miller. Tous ces rôles-là très sombres, je pense aussi à Pile ou Face de Robert Enrico, On ne meurt que deux fois aussi de Jacques Deray, ou même ce qu'il va faire après, même, je pense à... C'était pas mal ça, L'affaire de Minisy, le téléfilm. Et voilà, je trouve que ce film est vraiment une synthèse entre sa part sombre et sa part vraiment ouais, très très drôle. Et on sent le mec de cabaret, on sent l'impro, on sent tout ça quand on voit le film. Ouais, moi, c'est un acteur que j'ai toujours adoré. J'ai fait découvrir à mon fils Garde à vue, Malville, Assassin, et il connaît pas, en fait, Serrault comique. Pour lui, Serrault, c'est un acteur sérieux, avec une finesse, il adore son jeu, mais il a jamais vu une cage aux folles, il a un entreaperçu dans un Audiard, je crois, c'est tout. Mais pour lui, c'est un acteur dramatique. Serrault. Et c'est bien, je trouve qu'il ait cette image-là, alors que nous, on avait démarré par les comédies, beaucoup. Et c'est marrant, là, t'as cité Audiard, et ça, j'avais pensé à ça en revoyant Assassin. Kassovitz, il faisait ça à l'époque aussi, quand même. Dans Regarde les hommes tombés, et puis après, Un héros très discret aussi. Il y a quand même le rapport aussi à Jean-Louis Trintignant. Et il aime bien ça, quand même, j'ai l'impression. Casso, on l'imagine toujours, ouais, tu sais, chef de bande, de jeunes, un peu des racailles, des choses comme ça. Mais il y a quand même une forme de, tu vois, Il aime bien aussi se confronter à des pointures. Ouais, et puis il a du respect pour ses aînés, hein. Je pense Un héros très discret, où il est très très bon de Jacques Audiard. Et puis il est confronté à quelques grands noms, ou des mecs qui n'étaient pas encore très connus en tant qu'acteurs. Il y avait Albert Dupontel qui démarrait dans Un héros très discret. Et puis c'est aussi des risques, quoi. On ne sait pas ce que ça va donner, comment ça va se faire. C'est un mec que j'ai toujours trouvé humble, et en tant que réalisateur et en tant qu'acteur. Le reste, c'est autre chose. Je crois il garde une certaine humilité, et puis avec le temps, il a un savoir-faire. Donc maintenant, il sait quand il va faire un tournage. Bon, voilà, il a pas eu le prix de la mise en scène pour rien dès son deuxième film.
à Cannes. Et il sait qu'il a un talent, mais je pense qu'il y a toujours une remise en question à chaque fois qu'il a un nouveau projet. Ouais, c'est franchement, il faut le dire, on pense qu'on veut du personnage, on va dire, dans sa vie publique, de ses déclarations. Mais c'est un très grand réalisateur, et quand tu vois un film comme Assassin, bon, déjà, il y a des références clairement ouvertes aux frères Cohen. Bon, déjà, il y a Carter Burwell qui signe la musique, il faut le dire. Bah, il y a Carter Burwell qui signe la musique de quasiment tous les frères Cohen, je crois. Et puis, il y a surtout deux scènes qui se passent en forêt. Et ça fait référence à mon Cohen préféré. Alors, je sais pas si c'est le meilleur, c'est mon préféré en tout cas. C'est mon chouchou. Et moi, vraiment, ça fait penser à Miller's Crossing. Il n'y a rien à faire. Il y a ça, et moi, je pense aussi, et puis il a utilisé la musique aussi avant d'aller voir Carter Burwell à New York pour son pré-montage. Il avait utilisé la musique de Barton Fink. Et il y aura peut-être des liens à faire entre les deux films dans ce rapport justement entre la réalité et la perception qu'on a d'elle, tu vois. Enfin, quelque chose de plus fantasmé, ou ce rapport à la fiction en fait, tout simplement. Hein. Et au-delà de ça, c'est un film qui est d'une maîtrise totale. Enfin, je veux dire, le film travaille énormément, forcément. La télévision est en permanence dans le film, donc il travaille beaucoup sur les surcadrages. Il y a des cadres de partout, il y a des images dans l'image. Il y a un plan, moi, qui m'a vraiment, je trouve, fasciné en début à un moment donné, où il est avec le jeune Mehdi Benoufa. On se posait la question, c'est son seul film d'ailleurs, à ce gamin. Hein. Bah, j'ai cherché, j'ai pas trouvé autre chose. Hein. Et c'est dommage, quel acteur super. Et justement, ouais, en plus, il a dû s'adapter aussi dans la direction d'acteur autrement par rapport à Michel Serrault, quoi. Tu parles pas à un gamin qui démarre de la même manière que l'équivalent de Michel Simon, tu vois. Enfin, et tout ça pour dire qu'il y a un plan à un moment donné où ils sont en train de zoner tous les deux, tu sais. Il y a un plan décadré et derrière eux, tu vois une barre d'immeuble où tu vois les fenêtres qui crépitent avec les télévisions en fait à l'intérieur des salons. Et ça fait un effet. Voilà, tout le monde est en fait sous hypnose. Il y a un côté très. Le film est lent, il dure quand même 2h10 si j'ai pas de bêtises. Il y a une certaine torpeur en fait. Et il travaille beaucoup ça en fait, sur l'échelle des plans aussi différentes dans le même cadre. Il y a des mouvements d'appareil très précis, beaucoup de travelling. Il y a des transitions complètement folles. Il y a ce plan. La séquence est géniale. Voilà, c'est un exemple du Michel Serrault extravagant qu'on peut le connaître. C'est la séquence de la boîte de nuit. Mais Michel Serrault qui danse sur de la techno à fond les bananes. Ça fait quand même des plans assez fous, et de la manière dont c'est filmé, et de ce qu'on voit à l'image, c'est-à-dire ce vieux monsieur. Alors, il n'est pas indiqué comme en fin de vie, mais bon, il y a des petits signes quand même le personnage, c'est pas du Alzheimer, c'est de la sénilité, on sait pas trop. Il perd la tête par moment, il a des absences. Il faut le dire, il se fait dessus aussi. Hein. D'où la nécessité pour lui de trouver un apprenti pour continuer le côté très artisan qu'il a. Mais en plus, c'est assez malin parce qu'à cette époque-là, Michel Serrault, il a 69 ans, j'ai vérifié. C'est jamais trop souligné, mais tu comprends qu'il a connu la guerre. Il dit qu'il a dessoudé son premier mec en 44. Tu comprends que son frère s'est fait tuer. À un moment donné, il y a une réplique qui dit « ça a coûté la vie à mon frère ». Et tu comprends qu'il a perdu un fils aussi. Et ça, je pense, c'est quelque chose comme garde à vue d'extrêmement personnel pour Michel Serrault. On sait qu'il a perdu un enfant, Michel Serrault. Et je pense, je n'ai pas trouvé des déclarations. Hein, j'ai trouvé le dossier de presse du film où il évoque voilà, son rapport à Kassovitz, tout ça, leur rapport aux images, par rapport à la violence de la société. Mais c'était un acteur qui était extrêmement croyant, Michel Serrault. Et je pense qu'il a accepté ce film pour ça, en fait. Il y a beaucoup de rapports, en fait, des symboles bibliques. On l'évoquait entre nous. Je pense qu'on peut le dévoiler, hein, c'est pas un gros spoiler. Mais à un moment donné, après le premier meurtre en fait de Kassovitz, dans la banlieue pavillonnaire, là, ce vieux monsieur qui tabasse gratuitement pour faire un exercice. Ouais, alors on va quand même dire, excuse-moi, c'est une scène qui est très très longue, qui arrive en tout début de film. Elle doit faire quoi, 20 minutes en tout ? Oui, et on lui a beaucoup reproché ça d'ailleurs. Ouais, mais moi je la trouve nécessaire. Hein. Elle me dérange. Oui, ce que je vois à l'image me dérange, mais dans la narration du film, elle est tout à fait justifiée. Et c'est effectivement très 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 violent. Il y a un côté Gaspard Noé dedans. Tout à fait. Bah moi je pensais à d'autres cinéastes un peu. Je pensais aussi à Doberman, à la même époque aussi. Tu as Yann Kounen. Mais tu sais, en plus ce côté, genre j'en ai rien à foutre, je vous provoque. C'est-à-dire Doberman, tu sais, il y a Romain Duris qui se torche avec la cahier du cinéma quand même. Donc,
Mais là, il y a un côté plus naïf, entre guillemets, c'est-à-dire que... Ouais, moi, plus Seul contre tous de Gaspard Noé, tu vois, sur le côté crade des banlieues également. La banlieue pavillonnaire, d'une grande tristesse. Mais en plus, ce qui est intéressant au niveau de la banlieue, c'est-à-dire, c'est une banlieue pavillonnaire, tu vois, c'est plus la France d'avant, mais c'est pas encore les banlieues telles qu'on peut se les imaginer. Et c'est assez malin, ça. Ouais, mais au bout de la rue de cette rue de pavillon, il y a une barre d'immeubles qui est relativement neuve, on voit des travaux, on voit des choses comme ça. Donc on est déjà sur un entre-deux-mondes. T'as donc le vieux monsieur, le vieil artisan, le vieux tueur, pardon, qui veut apprendre son art à un jeune, mais il a quand même 25 ans, max. Et il y a un pote à lui, voilà, c'est le jeune Mehdi qui a 15 ans, qui est fasciné par les jeux vidéo et qui regarde la télévision. Et t'as vraiment trois rapports, c'est-à-dire t'as le passé, le présent avec Kassovitz, et donc un avenir, le futur, un futur possible avec ce jeune Mehdi. Et c'est vrai qu'entre ces banlieues-là, et puis cette grande barre au fond, tout est dit, quoi. Et t'as ce plan, donc pour revenir là-dessus, de Michel Serrault qui s'en va comme ça après ce meurtre. Et si tu regardes vraiment bien l'image, en fait, mais c'est jamais souligné, hein, tu vois une queue de diable qui dépasse de son manteau. Et il y a beaucoup de symboles comme ça. Il y a un crâne qui apparaît à un moment donné quand Kassovitz fume un pétard, par exemple. Il y a Michel Serrault, il apparaît en fait dans le montage et il disparaît comme ça, comme par magie, quoi, comme des apparitions. Il y a un rapport spectral aussi à la fin. À la Tyler Durden avant l'heure. Mais c'est vrai, mais oui. Mais... Sauf que t'as Michel Serrault à la place de Brad Pitt, mais c'est une autre idée, c'est un autre temps, et puis il y a quand même voilà, des rapports bibliques, c'est-à-dire, tu as tué par l'épée, tu vas périr par l'épée. Enfin, il y a ce côté-là, et je pense que c'est ça qui a dû le travailler. C'est une sorte de banalité du mal dans notre société. Je pense que c'est ça qui a dû l'attirer dans le projet, en fait. Ouais, et puis que l'idée que le mal, il est aussi à travers tout ce qui entoure les personnages. Alors, il dénonce d'abord la télé, Kassovitz, en disant, bah voilà, le mal c'est vulgarisé, et il montre les images de cette fameuse émission de Nagui dans les années 90 qui s'appelait N'oubliez pas votre brosse à dents. Que moi, quand je tombais dessus, bah, je zappais parce que je supportais 10 minutes, c'était absolument dégueulasse. Je suis même curieux que Nagui ait bien accepté de céder les droits, peut-être contre beaucoup d'argent, mais... Et puis il montre aussi des images de documentaires animaliers, et surtout des images d'infos, et on voit que tous les gens sont baignés dans la violence. Et en fait, qu'est-ce que fait Serrault par rapport à Pitoun? Il l'appelle Pitoun. Et en fait, Serrault est un révélateur, et il dit, tuer c'est naturel, c'est juste qu'on vous a pas expliqué comment faire. Ce qui est horrible, hein, je ne cautionne pas ça du tout. C'est ma vision du film, c'est-à-dire que la violence, arrêtez de gueuler parce que vous voyez un homme mort, vous en voyez tous les jours et vous ne réagissez pas. C'est donc que vous êtes prêt à l'accepter. Bah, c'est ça, moi aussi, je vois pas en fait un message aussi simpliste que, en gros, la télé, ça rend con et violent, tu vois. Ce qui a été beaucoup reproché au film, et je pense qu'il s'est fait attaquer pour ça, parce qu'en fait, il attaque la presse aussi. Donc forcément, s'il montre un film comme ça à des gens qui défendent, entre guillemets, ce mode de communication-là, on va dire, par des intermédiaires, forcément, il s'en est pris plein la gueule, voilà. Il aura attendu un miroir, et c'est normal. Mais moi, je pense que c'est plus l'idée de dire, oui, que la violence, elle est inhérente à l'homme, de toute façon, mais que plus le temps passe, en fait, moins on est raccroché à la réalité, c'est-à-dire qu'une forme d'abstraction qui est de plus en plus prégnante, et les jeunes sont finalement moins en moins armés, sans mauvais jeu de mots, pour l'appréhender. Ils n'ont pas les codes, enfin, ils ont pas les anciens codes, en fait, pour assimiler tout ça, quoi. Ouais, et puis c'est ce qu'il a dit dans une conférence de presse qui avait fait grand bruit, c'est que en fait, on n'apprend pas aux gens à décoder ce qu'ils voient. Tout ça est emballé dans des trucs rigolos, un peu outranciers, mais on oublie que c'est de la vraie violence. Mais tu vois, c'est pas Haneke pour autant. Enfin, tu vois, à la même époque, il y avait Funny Games. Il est honnête, en fait, Kassovitz. Ce qui n'est pas le cas d'Haneke, qui est très rotor et très pervers, j'ai envie de dire, vis-à-vis de son spectateur, qui le manipule et qui le prend un petit peu pour un con, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas le cas de Kassovitz. Ah non, non, à aucun moment. Et c'est un peu ce qu'il lui a reproché, c'est d'être plutôt très frontal dans ce qu'il a à dire. Et que d'aucuns auraient aimé que ça soit plus doux. Moi, je suis très content que le film soit comme ça. Il n'y a même pas de director's cut ou de scène coupée, j'en ai pas, je crois pas. Le film, il faut pas y toucher. 2h10, moi, je les vois pas passer, hein, honnêtement. Le temps est nécessaire, effectivement. Le montage est assez bien foutu. Et puis, il y a des effets de transition qui sont quand même assez dingos. Enfin, encore une fois, voilà, c'est Kassovitz, donc il sait manier une caméra.
à la fin du générique, il remercie quand même, et là tu l'as dit tout à l'heure, hein, il remercie donc Lustig, les frères Cohen, Jacques Audiard, Gaspard Noé, Spielberg, Luc Besson, Boukrieff et donc Jeunet Caro. Donc que des gens quand même un rapport à la mise en scène extrêmement visuel et frontal, quoi. Mais ce qui serait, tu vois, pour une fois intéressant, je trouve, ce qui n'est pas mon cas d'habitude quand je vois ce type de film, surtout quand ils sont réussis à ce point, avec un message aussi fort et des acteurs vraiment topissimes, quoi. Ce serait presque intéressant de faire une sorte de suite ou un remake aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, à l'ère de TikTok, des intelligences artificielles, c'est encore une autre façon, tu vois, d'appréhender le réel. Et t'as encore une autre génération qui a suivi après. Ce serait presque intéressant tu vois, de mettre en perspective tout ça encore. Ouais, pourquoi pas. Va falloir être brillant quand même pour repasser derrière. Mais pourquoi pas. Mais en plus, il prend vraiment des risques, Kassovitz, en termes de narration, parce que, enfin, il faut le dire aussi, c'est pas un énorme spoil, mais c'est un peu comme chez Scorsese, c'est-à-dire que c'est un mort qui est le narrateur de l'histoire. Oui, on spoile pas, mais oui, c'est quelqu'un qui est mort dans l'histoire, qui la raconte par la suite. Il y a aussi pas mal de trucs sur le porno, et il y a une sitcom aussi, qui est revisitée dedans. En fait, là, pour le besoin du film, il a fait une fausse sitcom, avec quand même en actrice dedans, Hélène de Fougerolles et Léa Drucker. C'est vraiment très très bien fait, parce qu'au départ, on pense que c'est une vraie sitcom, et puis je dis, bah, c'est pas Hélène de Fougerolles, là, hein, en revoyant le film, hein. Je me posais la question, et puis si. Et après, la sitcom part en live. Là, j'ai pensé à Q-Ornée d'Oliver Stone, qui avait fait la même chose aussi. C'est très bien vu, j'ai pas pensé à ça, c'est très bien vu, ouais, ouais, totalement. Mais oui, Tuorné avait ce rapport aux images, aux différents médiums, une sorte de maelstrom. Ouais. Les films sont assez proches, en plus, ils sont assez concomitants en période, faudrait que je vérifie, mais c'était la même époque, hein. On était au milieu des années 90, de mémoire, donc ça doit être à peu près pareil. Ce qui est intéressant dans ce choc des générations, c'est que en fait, on fait plus le métier de la même façon. Quelque chose a changé. Voilà, il y a ceux qui ont vécu, comme Michel Serrault. Encore une fois, je l'ai dit. Tu comprends qu'il a fait la guerre, par exemple. Je pense qu'il a dû faire même plusieurs guerres, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu je pense aux guerres d'Algérie et à la guerre d'Indochine, qui ont été des guerres cachées. Comme lui, il vit caché. C'est des choses qui sont tues. Autant il y a pas mal d'images de la Seconde Guerre mondiale, alors que des images d'actualité, des images de tranchées et tout ça. Et la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine, on a très peu d'images de reportage, ou alors c'était des images faites par les militaires, donc qui sont gardées par les militaires, mais il y a très peu d'images d'actualité. Et Serrault, il est un peu comme ça, de son personnage. C'est-à-dire, il fait pas de bruit, il tue des gens. Il le dit en interview, Serrault, il comprenait pas, en fait, dans le scénario, ce mec. Il dit, mais il est complètement con, en fait. Pourquoi il a besoin d'être à ce point violent, à ce point vociférant, en fait. Et il a compris, en fait, sur le tournage du film, en voyant Kassovitz, il s'est dit, en fait, je dois jouer comme Kassovitz. C'est-à-dire que Kassovitz, sur le tournage, il s'énervait des fois. Il dit, j'ai plus d'idées, j'arrête. Tu vois, c'est un taiseux, en fait. Et soutenu en plus par Christophe Rossignon. Et là, il a chopé le truc. C'est-à-dire, en fait, il s'exprime, ce personnage, Monsieur Wagner, finalement, bah, vis-à-vis de son métier, quoi. Il sait pas parler, il ne dit rien, en fait. Il s'exprime à travers les guns. Ouais, c'est exactement ça. Et non, c'est une très grande interprétation, c'est fin, c'est fin, c'est très violent et en même temps c'est très fin. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire que dès qu'on est hors une scène de violence, je parle pas au niveau réalisation, hein, c'est fin dans les rapports entre les personnages, dans les dialogues. Il y a toute une scène où Serrault explique que la violence au cours de l'histoire et que même les Vikings étaient des mecs ultra violents et tout ça, pendant que Kassovitz apprend à manier un flingue et tout d'un coup le coup part. Genre, bon, c'est un accident, ça peut arriver. Alors qu'il vient de manquer de se faire buter. Mais la violence, ouais, bah écoute, voilà, hein, le coup part, je vais l'engueuler un peu, mais c'est pas plus grave que ça. Donc ouais, t'as ce personnage, on va dire, qui a vécu face à une génération, en fait, qui vit par procuration via les images, qu'on grandit que devant des images, et Kassovitz, c'est un peu justement parmi en fait Mehdi et Michel Serrault, le trait d'union finalement entre deux façons de concevoir la vie, la violence et la mort. Il y a un vrai vide existentiel, et c'est encore lui, Kassovitz dans le film, qui a encore des remords. Et on pourrait faire cette comparaison. Il y a des théoriciens du cinéma, je pense à Jean-Baptiste Toré, qui dit en gros chez les cinéastes, t'as la première génération, John Ford, Fritz Lang, Capra, enfin qui tu veux de cette génération-là, c'est des gens qui ont vécu. Ils ont fait la guerre, ils ont une vie avant de faire des films, et après ils sont exprimés à travers leur art.
Après, il y a une génération de cinéastes, on va dire cinéphiles. Aux États-Unis, les movie brats, on peut dire Scorsese, Spielberg, enfin peu importe. Après Tarantino plus tard, tu vois. C'est des gens qui ont vécu à travers finalement le cinéma en fait. Ils ont grandi devant des images. Et d'ailleurs, Spielberg, il est même cité dans le film puisqu'il y a Columbo. C'est le premier épisode de Columbo qui a été réalisé par Spielberg. Voilà, Kassovitz, c'est la génération, on pourrait dire, lui en tant que cinéaste, la génération d'après, tu vois, ceux qui doivent à la fois appréhender, on va dire, tout cet héritage visuel et formel, et appréhender en même temps une nouvelle manière de faire et de voir, à l'occurrence, la télévision qui devient omniprésente. Ouais, et puis ce que tu viens de dire, on peut l'appliquer au cinéma français, c'est-à-dire que on a eu les Verneuil, Autant-Lara et tout ça qui eux ont connu la guerre. Il y a eu la nouvelle vague qui était des mecs qui ont découvert le cinéma en voyant le cinéma des anciens. Et puis cette nouvelle génération, les Casso, les Kounen, les Noé, qui disent bah attends, non, nous on va encore refaire basculer ça autrement. Et non, je trouve que le cinéma américain et le cinéma français, pour ne parler que ces deux-là, parce que dans la longueur ils se ressemblent beaucoup, ont pris les mêmes chemins. Exprimés différemment, mais le même chemin. Pour continuer aussi sur Michel Serrault, on l'évoquait un peu entre nous hors antenne, c'est la seule fois où Michel Serrault a monté les marches à Cannes pour un film en compétition, ce qui est quand même hallucinant vu sa carrière. Et effectivement, ça s'est très mal passé à Cannes, et on se souvient de cette conférence de presse où Michel Serrault, le lendemain, vocifère contre les critiques. Il dit en gros, vous êtes des feignants et vous faites pas votre travail, et que c'est pas aux acteurs ou aux réalisateurs, aux auteurs de balancer justement le message du film, c'est à eux de faire l'effort, et comme il dit, démerdez-vous, quoi. Ouais, il les envoie chier. Kassovitz les envoie chier aussi, en disant je vous emmerde. Faut dire que la presse, comme conférence de presse, les journalistes n'ont pas été tendres du tout avec eux, c'est-à-dire qu'ils cherchaient la merde. Les sorties des spectateurs, j'ai revu 2-3 trucs où, bah voilà, il dit que c'est nul, les spectateurs disent que c'est nul. Tu sais, ça me fait penser à un film qu'on a traité tous les deux dans Planet of the Tapes, hein, c'est-à-dire La Grande Bouffe, l'accueil était pas meilleur. Hein. Mais de toute façon, pour être allé au Festival de Cannes, les films, il n'y a pas de juste milieu, c'est-à-dire t'en bouffes 4-5 par jour, c'est soit génial, soit c'est de la merde. Et pour un film comme ça, qui mérite un peu un temps de digestion, c'est des films qui infusent, et tu peux pas les juger comme ça en fait. Et on sent en plus de la part encore une fois de Kassovitz, que c'est un travail de longue haleine. Encore une fois, il y avait le court-métrage qui était là avant, c'est-à-dire que le court-métrage est basé vraiment sur la séquence de début, hein, c'est-à-dire la séquence de torture sur ce pauvre homme, Monsieur Vidal, là. Et c'est Marc Berman dans le rôle de Monsieur Wagner dans le court-métrage. Et il avait pensé aussi, tout de suite au début en tout cas, il avait pensé à Michel Serrault, et il avait pensé aussi, il l'a rencontré, à Claude Pieplu. Ah, ça aurait été vachement bien. J'adore Pieplu, je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Mais toi, il amène plus un côté encore plus bourgeois, encore plus droit, avec sa voix. Ça aurait été autre chose. Ça aurait été autre chose parce que le personnage de Serrault est pas du tout un bourgeois. Hein. Ouais, c'est un prolo, hein, il vit dans un appart de merde. Tu sais pas si c'est dû à sa condition sociale ou si c'est un choix qu'il a pas du tout envie de dépenser son argent, ou voire même une nécessité professionnelle pour rester discret. Michel Serrault, à l'époque, a accepté de jouer dans le film à condition que Kassovitz joue dans le film. Alors du coup, Kasso, lui, dit en interview que, en fait, jouer dans le film lui a gâché son plaisir de réaliser, et de réaliser le film lui a gâché le plaisir de jouer en fait face à Michel Serrault. Ouais, et Casso a même dit que ça l'avait foutu par terre parce que il a fallu gérer les problèmes techniques, la réalisation, le jeu, et puis gérer une équipe, et que ça l'avait détruit au niveau physique et moral un petit peu, quoi. Il était un peu au 36e dessous suite au film, ce que je peux comprendre. Parce que plus jeune, je voulais être réalisateur, et puis je me suis rendu compte, je me suis dit, non, mais il y a trop de gens à gérer pour être réalisateur. Et j'aurais pas la patience, je sais, de gérer des gens. Et est-ce que tu sais pourquoi le titre, donc c'est Assassin, entre parenthèses, S? Pourquoi il y a le S entre parenthèses? Alors, je sais pas pourquoi, moi je me tirais mes petites conclusions personnelles, mais si tu peux me dire pourquoi. Dans le dossier de presse, en fait, ils expliquent que c'est pour se différencier du film de Richard Donner, déjà, donc avec Stallone et
Antonio Banderas, Qui était à peu près de la même époque aussi. Ah, c'est 95. à peu près. Donc écrit par les sœurs Wachowski à l'époque. Et c'est surtout un moyen pour Kassovitz de dire en fait que nous sommes tous potentiellement des assassins. Nous sommes tous des assassins, pour reprendre André Cayatte, et c'est un film magnifique, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, un film magnifique de procès. Ouais. Moi, à un moment, je m'en suis posé des questions sur ce S. Hein. Alors, le assassin, parce que avec un S entre parenthèses, parce qu'au début, il y en a qu'un, et puis après, il y en a potentiellement un deuxième, puis potentiellement un troisième. Donc, et puis, je trouvais que le S ressemblait à une espèce de point d'interrogation un peu à l'envers. Et je me suis dit, est-ce que ça joue pas là-dessus? Mais là, je pense que j'ai un peu capillotracté le titre. Mais je m'étais posé la question pendant longtemps. Et sur cette idée aussi de passation, il y a ce passage à la fin que j'aime beaucoup, où c'est à la fin du générique, hein, où tu as Michel Serrault qui cite Michel Simon. Donc c'est clairement un hommage. Et idem, voilà, c'est Serrault qui lui aussi, quelque part, a hérité d'une autre génération avant lui, et c'est sans fin, quoi. Et c'est exactement même la définition du polar pour moi. C'est-à-dire que c'est un genre qui est là depuis le début de l'histoire du cinéma, mais qui, de génération en génération, n'a jamais cessé, en fait, d'exister déjà, et puis d'évoluer, en fait, en fonction des travers de la société, quoi, des maux de la société. Ah oui, puis c'est pas fini, je pense qu'on a encore régulièrement des bonnes surprises sur ce genre-là. C'est grâce à toi que j'ai regardé Misanthrope, j'étais super content de découvrir ce truc. Hein. Et puis le gamin aussi, le troisième larron, le futur possible, il est tout le temps habillé en Nike. Et il regarde la pub, Just Do It. Il se pose pas de questions, lui. Il est prêt à accepter toute cette violence parce que déjà il vit pas mal dedans. Et c'est un exutoire pour lui, c'est quelque chose de naturel. Donc jusqu'à aller plus loin et plus fort et plus haut que ses deux prédécesseurs. C'est ça, et en plus, il y a cette idée, en fait, du serpent qui se mord la queue, et c'est un sujet, en fait, sans fin. C'est-à-dire, vu qu'en fait, lui, il se nourrit d'images permanentes violentes, du coup, il devient violent. À la fin du film, il fait un acte extrêmement violent et gratuit. Donc, par conséquent, il passe à la télévision, ce qui va créer, en fait, le même problème, quoi. C'est-à-dire, voilà, la violence, en fait, c'est un cycle sans fin qui ne peut pas s'arrêter, quoi. Non, c'est un cycle sans fin, et surtout si on n'apprend pas à comment intégrer cette violence et surtout la manière dont on nous la montre, c'est-à-dire avec toujours les mêmes coupables et les mêmes images qui reviennent, en disant bah voilà, c'est de la faute de la télé, mais enfin la télé elle va chercher ça où? C'est exactement ça, c'est l'Ouroboros, le serpent qui se mange lui-même. Alors après, on peut aussi agrandir le problème, c'est-à-dire que il en parle aussi en interview, Michel Serrault aussi évoque un peu cet aspect, c'est-à-dire Wagner c'est un assassin, mais en gros, quelle est la différence entre un assassin, tu vois, qui fait bien son travail comme lui, ou bien une multinationale où tu vois des dirigeants politiques, je sais pas, qui polluent les océans, qui donnent des ordres en fait à des armées qui vont tuer des milliers de personnes. Voilà, ça c'est une vraie question morale, et tout le film en fait ne parle que de ça, c'est une métaphore géante pour parler de ce dilemme moral. Et encore une fois, je pense que ce rapport de ange ou de démon, qu'on retrouve plusieurs fois dans le film, il y a la première fois, on voit par exemple l'arrivée de Michel Serrault dans le pavillon avec la maman de Mathieu Kassovitz. Il est placé au centre, dans la profondeur de champ, Kassovitz, et tu as vraiment, dans le même plan, presque sur ses épaules, la mère d'un côté, tu vois, et le père, j'ai envie de dire, Michel Serrault de l'autre, quoi. C'est vraiment ange ou démon, une sorte de tiraillement en permanence dans sa tête. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand on voit son mal-être, on va dire, au début du film, quand il présente sa vie, d'ailleurs, au début, il vole des cassettes, hein, il choisit ses programmes encore. Tu peux faire un peu ce que tu veux avec le magnétoscope. Alors que le gamin, il est en permanence devant la télévision. Quand tu vois un peu son mal-être et sa vie au début, ce qui est drôle, il dit « je fais des trous ». Tu le vois en train de souder, et il dit je fais des trous, et après il va faire d'autres trous, mais c'est pas les mêmes, et il soude, alors que Michel Serrault, lui, il dessoude. Et dès le début, quoi, et juste en une image, et juste un tout petit dialogue, et t'as compris vraiment le dilemme qui va se jouer pour le personnage après, quoi, et ça marche vraiment très très bien, et il y a tout ce rapport à cette éthique un peu complètement tordue de Michel Serrault, qui est super actuel, enfin, quand tu vois The Killer de David Fincher, on n'est pas très loin non plus. Non, on est complètement là-dedans, hein. On est complètement là-dedans, mais c'est vraiment une éthique tordue en disant non, ça c'est normal et d'autres choses le sont pas. C'est-à-dire que les barrières morales sont complètement décalées par rapport à tout ce qu'on nous a appris. C'est juste, il n'y a pas grand-chose pour pervertir ces barrières morales. Il faut pas grand-chose. Autre tradition dans bien connu des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide,
d'un film dans le même giron. Dans cette optique, tu nous conseilles quoi, toi, Green? Alors, j'ai cherché, parce que c'était pas si évident que ça, l'idée de transmission, de tueur, J'ai tout de suite pensé à The Mechanic, Le Flingueur, un film de 1972, avec Charles Bronson et Ian Michael Vincent, de Michael Winner, que j'ai vu il y a très longtemps, mais qui est pas mal du tout, un bon petit polar, qui est très resserré en plus, que j'aime bien. Et puis, je suis quand même descendu dans ma vidéothèque en bas, et j'ai dit, mais oui, mais bien sûr, il y a ce chef-d'œuvre absolument méconnu. Alors j'exagère peut-être sur le mot chef-d'œuvre. Ce très bon polar, ce très bon film, c'est un film coréen qui n'est sorti que en vidéo chez nous en France. Et je m'excuse pour la prononciation, ça s'appelle Monster Boy Hawaii. Hawaii. Ça s'écrit H-W-A-Y-I. Vous comprenez mon embarras pour citer le titre. Et c'est l'histoire de 5 tueurs qui élèvent un enfant qui va devenir tueur lui-même, avec des névroses et des psychoses normales quand tu es élevé par des tarés, dont la principale occupation est de tuer ou de séquestrer des gens. Voilà. Et c'est un très très bon polar coréen, que je recommande très chaudement. De mon côté, je vous conseille Max et Jérémy, de Claire Devers, réalisé en 1992. Un drôle de film soutenu par un duo improbable composé de Philippe Noiret et Christophe Lambert. Deux tueurs à gages là aussi, issus de deux générations différentes, qui n'ont pas du tout la même approche du métier, le premier étant très appliqué, froid et très élégant, c'est Philippe Noiret quand même, là où le second est toujours porté par une énergie, on va dire, un peu bébête, juvénile et assez bordélique, et où voilà, Christophe Lambert a pour contrat d'éliminer ce tueur bien plus aguerri que lui. Il va le prendre sous sa coupe, il va lui apprendre, comme Michel Serrault à Kassovitz, les ficelles du métier. Et de là va naître une amitié, petit à petit entre eux, et tout ça sous les yeux d'un commissaire de police incarné donc à l'écran par Jean-Pierre Mariel et qui rêve de coincer Noiret depuis des années. Alors ici aussi, il y a un rapport à la télévision, parce que Christophe Lambert n'arrête jamais de la regarder. Il regarde surtout des films d'action de bas étage. Il y a un moment où il se fait tabasser, par exemple, par les flics et il continue à regarder la télévision, quoi. Et il y a un peu le même canevas de départ que le film de Mathieu Kassovitz, mais c'est un autre type quand même de relation qui joue, et c'est bien que tu le cites quand même, qui est assez proche au fond de The Mechanic. C'est pas souligné, mais il y a quand même un jeu de séduction, j'ai l'impression, entre Noiret et Christophe Lambert, et il y a des sous-entendus homosexuels. Et comme Assassin entre Kassovitz et Serrault, moi j'adore cette idée au cinéma de transmission de témoins entre les monstres sacrés et les jeunes loups. Moi ça me rappelle, voilà, toute proportion gardée, hein, ce type de film, les duos Gabin-Delon dans Mélodie en sous-sol, ou bien Ventura-Devers dans Adieu Poulet. Donc rien que pour ça, je vous conseille de revoir. Il est très facilement trouvable, hein, je l'ai revu sur MyCanal. Max et Jérémy, du coup, de Claire Devers. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence Assassin de Mathieu Kassovitz en garde à vue. Un très grand merci à toi, Mère Green, d'avoir su si bien défendre ce film quelque peu maudit quand même. Ah bah merci à toi, surtout de réhabiliter et de nous faire découvrir des œuvres qui sont pas toujours très connues et puis qui suscitent l'intérêt et qui, moi, me donnent envie d'aller chercher un peu plus loin. C'est déjà ce qu'on a déjà fait plusieurs fois ensemble lors de précédentes émissions sur Planet of the Tapes. À chaque fois, c'est aller chercher le petit film qu'on connaît pas et qu'on a très envie de découvrir. C'est ça, et comme tu le dis très très bien sur les réseaux sociaux, s'il y a déjà une personne qui est convaincue de découvrir ce film, ou de le redécouvrir, hein, pourquoi pas, hein, c'est vraiment déjà une belle victoire en soi, et je crois que c'est le but de la cinéphilie et de nos podcasts. Donc vous pouvez retrouver encore une fois donc, tes différents podcasts, l'Auberge des Darons, le journal podcastique et Planet of the Tapes très facilement. Donc si vous êtes cinéphile, c'est vers les travaux de Mère Green qu'il faut se tourner, d'autant que c'est quelqu'un de curieux, d'altruiste et qui donne toujours la parole à un tas de personnes différentes, avec plein d'avis différents, mais qui ont tous le point commun d'avoir des choses à dire et qui surtout le disent très bien. Donc merci à toi encore une fois. Ouais, pour ceux qui n'ont pas la couleur, je rougis. Merci. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.
Ça fait rien, mais c'est pas.